Madame la Présidente nous a fait l'honneur de lancer notre collectif senior le 20 octobre dernier et nous la remercions infiniment. Et je voudrais ici faire un point rapide sur son évolution. À ce jour, 2 antennes départementales ont été créées dans la Somme et dans le Nord, et 10 autres sont en cours de création dans la Meuse, les Alpes de Haute-Provence, la Haute-Vienne, le Val d'Oise, le Pas-de-Calais, le Var, le Rhône, la Nièvre, les Alpes-Maritimes et la Haute-Loire. Tous les jours sur le terrain, nous rencontrons des seniors, des aidants, des soignants qui nous parlent de leurs difficultés, de leurs souffrances et de leur désespoir face à des situations dramatiques auxquelles ils sont confrontés tous les jours. Je vous parle ici de millions de personnes. 850 000 et bientôt 1 million de personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer égale 4 millions d'aidants. Le nombre de personnes dépendantes augmentera de 50% à l'horizon 2040 pour atteindre le nombre de 1 230 000. Combien d'aidants concernés? En 2014, 10 041 établissements accueillaient des personnes dépendantes. Le KPMG, leader de l'audit en France, note une nette progression du privé commercial où les tarifs sont plus élevés aux dépens du secteur public. En 2009, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales avait évalué le coût moyen mensuel d'une maison de retraite à 2 200 €, avec des pics à 4 430 € en Île-de-France en EHPAD privé. Or, la pension de retraite moyenne des femmes, qui sont majoritaires, elles représentent les 3/4 de l'effectif, s'élève à 900 €. Nous avons un sérieux problème. Problème qui a échappé, semble-t-il, à Laurence Rossignol, secrétaire d'État chargée des personnes âgées et de l'autonomie, qui, face à cette question, sur la prise en charge en établissement, a déclaré en mars dernier: le gouvernement n'a pas les marges budgétaires pour cette réforme. Les EHPAD publics sont habilités à l'aide sociale, c'est-à-dire que l'État se substitue à la personne qui n'a plus les revenus nécessaires pour payer la facture. Mais avant l'insolvabilité, il faut savoir que la personne âgée a vendu son bien et que l'État a sollicité les enfants au titre de l'obligation alimentaire due aux parents. Le reste à charge pèse lourdement, trop lourdement, sur les personnes âgées et leurs familles. La prochaine génération, qui aura connu un parcours professionnel chaotique et qui n'aura pas épargné ou investi dans la pierre, n'aura pas de biens à vendre ou de compte épargne à vider pour financer son hébergement en maison de retraite. La vision à l'horizon 2040 serait-elle le retour à la notion d'hospice? Actuellement, les soignants accueillent chaque jour des personnes âgées, désorientées, en perte d'autonomie et atteintes de multipathologies, mais aussi leurs proches, épuisés par des mois, voire des années passées aux côtés de leurs parents. Il y a, je vous le dis, un risque très élevé également d'épuisement pour les soignants qui prennent le relais dans des conditions inacceptables. En moyenne, les aides-soignantes travaillent 2 week-ends par mois sur une amplitude de 12 heures pour un salaire moyen de 1 600 € net. Elles cessent de travailler, toujours en moyenne, vers l'âge de 55 ans pour des raisons de santé, suivies très souvent d'une invalidité. Elles effectuent des soins palliatifs, sans la formation nécessaire à cette pratique, accompagnent la personne âgée jusqu'à la mort et, je tiens à le dire, font la toilette mortuaire. Le ratio d'encadrement n'étant jamais respecté sur le terrain, elles ont en charge la toilette de 12 à 15 résidents, c'est-à-dire qu'elles consacrent 12 à 15 minutes par personne,
sachant que 90% des résidents nécessitent une aide majeure, voire totale. Le glissement de tâches, pour lesquelles les aides-soignantes peuvent être condamnées, car c'est interdit, en cas de problème, sont quotidiens. Dans la journée de travail d'une aide-soignante, tout est minuté. Le lever, les repas, l'échange, le coucher. Mais aussi et surtout ce minutage impose un rythme qui n'est pas compatible avec le grand âge de nos anciens et qui s'apparente à de la maltraitance institutionnalisée. Les soignants sont-ils maltraités? Ou font-ils tout simplement partie de la chaîne des professionnels maltraités par une caste politique irresponsable et méprisante? Je vous laisse juge. Quant à nous, nous avons beaucoup à faire. Lutter contre l'isolement, soutenir les aidants familiaux, former les bénévoles, valoriser les métiers du secteur médico-social, développer les résidences autonomie, faire de la bientraitance une réalité, accompagner le maintien à domicile, améliorer les conditions de vie et lutter contre la dénutrition dans les EHPAD, aider les familles accueillantes, la liste n'est pas exhaustive. Nous sommes prêts. Nous serons honorés en janvier de remettre nos propositions à notre présidente Marine Le Pen. Elles sont justes, elles seront efficaces parce qu'elles sont nées du terrain. Ainsi, dès 2017, nous remettrons nos anciens au centre de la famille et nous leur redonnerons la place d'honneur qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Arnaud Fage, je suis infirmier depuis juillet 2012. Donc, je suis ici dans le département de la Vienne et je réside près de Poitiers. Donc, pour le coup, j'ai jeté mon dévolu sur le travail exercé dans le cadre de la maison de retraite, qui m'est apparu formateur tant sur le plan technique que sur le plan relationnel, malgré les limites nombreuses. Le métier d'infirmier en est pas des chronophages, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, mais reste passionnant. Dans l'EHPAD où j'exerce, nous nous retrouvons souvent seuls, voire quelquefois deux, pour assurer la prise en soin de plus de 80 résidents pendant des journées de 12 heures. Je vais aborder le sujet de la lutte contre l'isolement, aussi bien chez les personnes autonomes que dépendantes. En préambule, il est nécessaire de définir la notion d'isolement. C'est l'état de quelqu'un qui vit souvent isolé et qui est moralement seul. Sans excès de misérabilisme, Voici quelques phrases illustrant le ressenti de personnes âgées subissant l'isolement et la solitude. Madame R. Il est 6 heures du matin. Je ne dors plus déjà depuis 1 heure. Encore une journée à passer seule. Monsieur L. Le temps va être long jusqu'à ce soir. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Regarder la télévision en attendant le souper? Je n'en peux plus de cette vie. Je veux partir. Il existe différents types d'isolement. L'isolement géographique, ainsi des personnes âgées vivant en milieu rural se retrouvent de fait privées d'échanges et de rencontres. Il faut souligner que l'isolement a tendance ces dernières années à se majorer dans les zones urbaines. On peut prendre l'exemple d'une dame âgée vivant dans une cité sensible de Clichy-sous-Bois, corrobore cette situation car elle craint de passer dans le hall de son immeuble où dealers et trafiquants tout genre agrémentent la journée. L'isolement familial, c'est-à-dire l'absence de proches, famille éclatée, indisponibilité, décès du conjoint. L'isolement physique, perte d'autonomie rendant impossible le déplacement vers des lieux de vie tels que le foyer-restaurant du village. Nous constatons que des personnes âgées demeurent les plus touchées par la solitude et l'isolement. 1/3 des plus de 75 ans se retrouvent dans cette situation. Il est important de souligner que l'isolement mène à la solitude et la solitude à l'isolement. Au cours du vieillissement, divers facteurs peuvent contribuer à l'isolement. Le départ à la retraite, la perte de mobilité, la perte du réseau d'amis, la peur de devenir un fardeau pour sa famille, les troubles mnésiques tels les maladies de Parkinson et d'Alzheimer et le veuvage. Progressivement, la solitude occasionnelle devient un isolement avéré et les aidants professionnels, tels que les auxiliaires de vie, aides-soignants et infirmiers,
constitue alors l'unique vie sociale de la personne. Depuis trop longtemps maintenant, et avec équité, la personne âgée se voit considérée dans une société occidentale comme improductive, dont la prise en charge est onéreuse et dispendieuse. Les Français ont pris conscience de la solitude et l'isolement de nos aînés lors de la canicule de 2003 qui provoqua plus de 15 000 morts. Les conséquences de l'isolement se font très vite ressentir auprès de nos aînés. Progressivement, la personne âgée réduit le nombre de ses sorties et de ses activités jusqu'à rester réellement seule. Le manque de vie sociale entraîne un déficit de stimulation cognitive et sensorielle. Celui-ci accélère les processus de vieillissement cérébral, la perte de mémoire, les capacités de réflexion, allant jusqu'à des atteintes possibles des capacités de repérage dans le temps et l'espace. Le psychisme est également ébranlé. La personne se sent abandonnée, des sentiments de plus en plus négatifs se manifestent, dépréciation de soi, sentiment d'être inutile, incapable, de ne plus intéresser personne, le repli sur soi s'intensifie, les forces intérieures se délitent et une spirale négative s'enclenche. Physiquement, la personne peut être mal en point, fatiguée, souffrante, se nourrissant mal et dormant mal. Des solutions. Heureusement, l'isolement des seniors n'est pas une fatalité. Des pistes peuvent exister. Par exemple, le financement d'associations organisant des visites de convivialité au domicile des personnes âgées et isolées, afin de maintenir le lien social, d'établir un contact. Proposer aux personnes âgées de pratiquer des jeux, de la lecture, des promenades, du dialogue. La mise en place d'un plan de financement destiné à créer un réseau de transport permettant aux personnes âgées de s'absenter de leur domicile, pour se rendre par exemple au repas des aînés, aux réunions des anciens, dans le but de les ramener à la vie sociale. Mettre un terme à la fracture numérique en formant les personnes d'un âge avancé à l'utilisation de l'ordinateur. L'exemple de personnes âgées éloignées de 400 km de son fils peut être aisément amoindri si elle maîtrise l'outil Skype, car elle acquiert l'habitude via l'écran de l'ordinateur de communiquer avec lui au cours de la semaine. Passage de domicile, téléalarme, reportage de repas. L'isolement n'est pas inéluctable. Il est urgent d'agir afin de briser ce cercle néfaste ponctuant la vie de millions de compatriotes. Je vous remercie. Chers amis, la demande d'une majorité de personnes âgées est de pouvoir vieillir chez elles, à leur domicile. Il s'avère qu'un certain nombre d'innovations techniques permettent de répondre à cette demande, mais que ces innovations ont du mal à trouver leur marché et leur financement. Je conclurai par là après les quelques mots que je vais vous dire. Alors, quelles innovations? Alors, ce qu'on appelle la télésanté ou l'e-santé, comme des cabines qui permettent de vérifier et de transmettre les informations médicales, la fréquence cardiaque, le taux de sucre qui a été mentionné un peu plus tôt, la tension. Encore le pilulier intelligent, ça paraît bête, mais 8 millions de Français prennent quotidiennement des médicaments et peuvent être ainsi assistés. Alors, ces technologies ont vocation à assister les interactions entre les patients et les professionnels de la santé pendant le traitement médical, mais également pendant la prévention et même pour le diagnostic. 46% des seniors sont certains que la téléassistance va se généraliser, donc il y a une réelle attente. Ensuite, les objets connectés, deuxième famille d'innovations technologiques qui pourraient rompre l'isolement et faciliter le maintien à domicile. Des montres, des bracelets, des lunettes ou encore des vêtements intelligents, des systèmes portables dotés de fonctions de communication pour le suivi et le soutien des patients. Ces objets sont perçus par les seniors comme des véritables facteurs d'amélioration de leur confort et de leur qualité de vie. Et d'ailleurs, 45% d'entre eux envisagent par exemple de porter un bracelet connecté. Alors la domotique maintenant, là c'est assez parlant. La montée d'escalier, la détection de chute. Vous savez que les chutes c'est un problème majeur quand on commence à chuter, c'est que la situation se dégrade vraiment et ça peut être fatal. Les interrupteurs qui rétablissent ou coupent l'eau ou l'électricité au son de la voix. Le chauffage automatisé, les volets, les systèmes d'alarme dont tu parlais tout à l'heure de télésurveillance, la visio, Skype bien sûr qui rompt l'isolement, les aspirateurs robots, ça paraît bête, mais passer l'aspirateur quand on est avec une mobilité un petit peu réduite, c'est compliqué. Donc tout ça, ça permet de favoriser l'autonomie, car ce qu'on ne peut plus physiquement faire, eh bien on peut être assisté, y compris par la technologie. Et d'ailleurs, 76% des seniors sont persuadés des bénéfices d'une installation domotique. Et comme je vous le disais, pourtant les acteurs qui commercialisent ces solutions ont du mal à trouver leur marché. Il y a en France 1,5 million de personnes dépendantes,
4,5 millions de personnes âgées fragilisées, et pourtant les industriels vendent quelques milliers de ces produits. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Les produits pour les personnes âgées sont assez mal perçus quand on n'en a pas besoin. Quand on est trop jeune pour en avoir besoin, bon, ça ne nous fait pas tellement rêver, donc c'est pas très dynamisant pour les marchés, pour les industriels qui commercialisent ces produits. Autre chose, on manque d'une certaine culture de la prévention. C'est-à-dire qu'en France notamment, on attend que l'accident se produise pour prendre les mesures. Et ça nuit bien sûr au potentiel de développement économique de ces innovations. Autre chose, vers 75 ans, tu en parlais Arnaud, rupture technologique. Le taux d'équipement à Internet chute fortement après 75 ans. Autrement dit, on ne peut pas juste laisser le marché, on ne peut pas laisser nos anciens, comment dirais-je, tout seuls face à la rupture technologique. Il faut pouvoir les assister dans la solution à ces problèmes. Autre problème, les financeurs des économies que permettent la technologie ne bénéficient pas de ces économies systématiquement. Par exemple, un certain nombre d'innovations ont prouvé leur capacité à réduire les coûts, soit les coûts de fonctionnement, soit les coûts de santé. Par exemple, les systèmes qui permettent de détecter un souci de santé à distance, très en amont, avant qu'il ne devienne grave. Ça permet de faire des économies pour la sécurité sociale. Mais les financeurs qui pourraient proposer ces solutions, les départements par exemple, les caisses de prévoyance, ne bénéficient pas des économies. Donc forcément, ça n'est pas très incitatif. Là, il y a probablement une organisation du système qui est à remettre à plat. Et là, le rôle du politique et de l'État stratège, tel que le conçoit notre présidente Marine Le Pen, est évident. Dernière chose, les appels d'offres publics. Alors le secteur des technologies, notamment celui de la téléassistance, est en partie soumis à ces appels d'offres publics des communes et des départements. Et on sait que sur le plan du budget, ça n'est pas la fête. Et ça l'est de moins en moins. Alors il y a encore quelques années, maintenir une personne en téléassistance, ça coûtait 15 à 20 euros par mois. Aujourd'hui, les budgets, c'est moins de 10 euros. On comprend bien qu'à ces tarifs-là, ça devient juste inaccessible. Donc tout ça pour dire que c'est la preuve que certains domaines de l'activité humaine ne peuvent pas être laissés au marché. Il est nécessaire d'équilibrer le marché et l'intervention d'un État véritablement stratège. C'est pourquoi, les amis, et je voudrais terminer là-dessus, sur ce sujet comme un certain nombre d'autres sujets, une chose s'impose, c'est le désenfumage majeur du projet de M. Fillon. Car Fillon, c'est quoi? C'est livrer la santé de nos anciens au marché. Tant pis pour eux s'ils ne peuvent plus se faire soigner les dents ou changer leurs lunettes. Ils n'ont qu'à être rentables, les vieux. Tant pis pour eux. Je trouve que c'est une conception de la France qui est absolument révoltante. Fillon, c'est la marchandisation de la santé. La marchandisation de la santé. Alors, ce monsieur en binôme dans ce numéro de duettiste avec Sarko, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, ils ont fait l'insécurité tout court, qui est majeure dans ce pays, y compris les médecins en souffrent. Ensuite, ils ont fait l'insécurité économique, la précarité pour tous. Ça, c'est leur projet. Et maintenant, qu'est-ce que nous propose Fillon? L'insécurité sociale. Eh bien, moi, j'aimerais en effet qu'on nous explique comment, avec 500 000 fonctionnaires en moins et 100 milliards d'euros de dépenses publiques en moins, comment on pourra assurer à nos aînés des conditions de vie dignes et de maintien à domicile. Chers amis, je vous remercie. Bien, c'est heureux. Nous avons parlé bien sûr des seniors dans des situations les plus difficiles. Et moi je tiens ce soir à vous parler des seniors, la première catégorie de seniors, la première génération que nous avons identifiée quand le collectif a été créé le 20 octobre dernier. Ce sont les seniors actifs. Ce sont ceux qui ont 51 à 62, 63, 64 ans, l'âge de travailler et surtout le besoin de travailler. C'est encore la génération pivot, celle qui doit aider ses parents, souvent vieillissants et en perte d'autonomie, et celle qui doit encore aider ses enfants, pas toujours autonomes financièrement. Pendant longtemps, la sortie des seniors du marché du travail a été purement et simplement organisée par l'État, par les États successifs, voulant faire croire à un partage du travail entre générations, alors que la réalité était coûte que coûte de réduire les statistiques toujours plus inhumaines du chômage de masse.
Cela n'a pas réduit le nombre de demandeurs d'emploi, bien au contraire, précipitant les 50 ans et plus dans la précarité et plus vite. Le taux de chômage des seniors a fortement progressé en France depuis 15 ans. La France est même à la traîne par rapport à ses voisins de l'OCDE, car le taux d'emploi des seniors, j'entends seniors, vous savez, chez Pôle emploi, on est senior à partir de 45 ans. Donc le taux d'emploi des seniors en France est demeuré inférieur à 10 points de la moyenne observée par les autres pays de l'OCDE. Le 1er avril 2010, Pôle emploi a diffusé ses statistiques officielles, mentionnant 449 700 demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. 6 ans après, le 1er août 2016, le chiffre officiel avait plus que doublé. 894 660 quinquas demandeurs d'emploi, avec une augmentation de 2,8% en seulement un an. La seule idée présentée par tous les gouvernements successifs ces 15 dernières années et par les autres candidats aux élections présidentielles est de travailler plus. Pourquoi pas? Les jeunes seniors répondent « Pourquoi pas ?» Ils sont tous volontaires pour travailler. Mais donnez-nous déjà du boulot. Les experts, auteurs d'une note pour le Conseil d'analyse économique, le CAE, relèvent aussi que le système dans l'Hexagone pousse toujours à sortir les seniors prématurément du marché du travail. Et c'est complètement absurde, car on sait que ce sont justement les personnes qui ont le plus de mal à retrouver un emploi et qui coûtent le plus cher à la collectivité. C'est eux qui le soulignent. Lorsqu'un senior est licencié à 51 ou 55 ans, il sera indemnisable 2 à 3 ans, et contrairement à ce que veut mettre en place M. Fillon, si on diminue les indemnités, on précipitera les gens au RSA plus rapidement. Ils vont être poussés dans des stages, des formations coûteuses, souvent décalées d'ailleurs au regard de leurs véritables compétences et de plus de 30 ans d'expérience professionnelle. Mais ces actions auront toujours un seul objectif, les sortir des statistiques du chômage. Au final, ils seront précipités dans les bras du RSA, dont ils ne sortiront que rarement, mais dans quel état? Quand on bascule dans le non-emploi, quand on a déjà plus de 50 ans, on n'est pas un vieillard, on n'est pas dépendant, on est encore actif, mais on doit chaque jour compter ses dépenses. Loyer, remboursement de prêts ou petit logement, chauffage, nourriture, et il n'y a plus d'argent pour les loisirs et plus d'argent pour la santé. En effet, la première conséquence du chômage des seniors est bien sûr la santé. Une complémentaire santé, quand on a 51 à 65 ans, coûte entre 70 et 100 euros par mois. Il est donc impossible de la payer. Les quinquas font l'impasse sur les consultations de spécialistes, comme sur les examens, comme sur le dentaire, sur l'optique et également sur l'auditif, qui d'ailleurs n'est quasiment pas remboursé. Les conséquences du non-emploi des seniors actifs sont désastreuses et les transforment en seniors dépendants et malades bien avant l'âge. Savez-vous que plus de 50% des seniors au chômage ne vont pas consulter un généraliste une fois par an? Une grande majorité ne peut pas bénéficier de la fameuse AME offerte à tous les étrangers illégalement en France. Sans compter que ces jeunes seniors ont souvent honte de venir demander de l'aide. Je ne parle pas de ceux qui ont payé déjà un logement pendant 20 ou 30 ans et n'ont droit à aucune aide sous prétexte qu'ils sont des petits propriétaires, comme si c'était actuellement une faute d'avoir réussi à consacrer chaque mois l'équivalent d'un loyer pour rembourser un prêt. Comment voulez-vous demain avoir des seniors dépendants qui puissent vivre dignement si dès la cinquantaine, ils sont laissés sur le bord du chemin, si dès l'âge de la retraite, ils n'ont plus de quoi vivre décemment, et si la dépendance arrivant, ils n'ont plus de quoi simplement vivre? Vers quelle société va-t-on? Car il était fait certain et inéluctable, c'est le vieillissement de la population. Allons-nous vers un remake grandeur nature du fameux film Soleil Vert, où les bulldozers passent déblayés dans les rues tous ces vieillards malades et sans ressources que la société ne peut plus supporter? Nous avons bien sûr des recommandations importantes à faire à notre présidente, qui seront remises par le collectif senior au mois de janvier. Des propositions qui concernent l'entreprise, la formation, la retraite, le patrimoine, la santé. Car vous l'avez bien compris, cette première catégorie de seniors, comme d'ailleurs toutes les autres, est intrinsèquement liée aux autres sujets des autres collectifs. Le défi est immense, mais il y a quelque chose pour lequel
Je voudrais signaler que nous sommes très mauvais en France. Et je remercie par là Marine Le Pen et ses équipes de nous faire confiance, d'interroger la base, d'interroger les professionnels et d'écouter leurs suggestions pour son programme. Car nous sommes mauvais en France pour la prévention. On attend tous les jours qu'il y ait des drames pour réfléchir, pour suggérer, pour envisager des solutions, sans les mettre en pratique ou avec des délais inadmissibles et invivables pour la population. Les données démographiques sont connues. Nous savons tous que le vieillissement de la population est un des grands enjeux du XXIe siècle et qu'il est inéluctable. Nous devons mettre en place des mesures de prévention pour un vieillissement prématuré dès 50 ans, pour avoir des seniors actifs qui auront un emploi et qui pourront aborder leur vie de retraité et leur vie de seniors dépendants sereinement. Merci. Merci à tous et merci à notre présidente Marine Le Pen qui nous donne l'occasion de nous exprimer aujourd'hui.